Bonjour. Deux choses peut-être avant de commencer. La première, c'est qu'à 5h15, il y a un séminaire qui sera fait par Francesc Sagüés, qui a des expériences absolument magnifiques sur les systèmes actifs et les défauts dans les systèmes actifs. La deuxième chose, c'est que j'ai un peu changé par rapport à ce que j'avais annoncé. J'avais dit que je parlerais de transition de phase dans la matière active, puis à force des cours, j'ai un peu accumulé du retard. Donc je vais continuer sur ce que j'étais en train de faire, les écoulements dans les systèmes actifs. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ça, donc de turbulence active et de défauts topologiques. Alors avant de parler de turbulence active, je vais faire des choses un tout petit peu plus générales. Je vais commencer par discuter la stabilité d'un liquide ématif actif. Ça reprend un peu ce que je faisais la semaine dernière. Donc, ce que je veux considérer, c'est un liquide ématique. Alors, dans toute la suite du cours aujourd'hui, je vais considérer des systèmes à deux dimensions. Alors, parce que je vais surtout me baser sur des simulations numériques et que celles que je connais sont à deux dimensions et je n'ai pas beaucoup de références à trois dimensions. Et puis, je vais considérer des systèmes actifs qui sont contractiles. Ça, je vous rappelle, ça fait référence au signe de ce que j'avais appelé la contrainte active. J'avais introduit cette contrainte active zeta delta mu, donc elle est proportionnelle à l'unité d'énergie que j'avais appelée delta mu, et puis il y a ce coefficient d'activité que j'avais appelé zeta. Je vais considérer que cette contrainte active est négative, et donc le système a tendance à se contracter le long de l'orientation et à se dilater dans la direction perpendiculaire. Donc la chose que je veux discuter tout de suite, c'est un liquide qui est nématique, donc qui est orienté. Donc les objets sont parallèles comme ça. Il y a un directeur, ce directeur P est suivant l'axe X. Donc tous les constituants du système sont orientés suivant l'axe X. Ça veut dire aussi que si je regarde, je vais faire un petit dessin dans un coin, c'est que si je regarde par rapport à l'axe X l'orientation du vecteur P, j'ai un angle θ qui est égal à 0. Il y a un état de ce système-là qui est solution de toutes les équations des systèmes actifs que je vous ai montrés, c'est l'état où il n'y a pas de mouvement. Donc il y a une solution au problème qui est P reste uniforme le long de X et pas de mouvement. Parallèle à EX, ça veut dire que θ égale 0. Et ce que je veux étudier, c'est la stabilité de cet état-là qui n'a pas de mouvement. Alors ça ressemble un peu à ce que j'avais fait la dernière fois. La dernière fois, j'avais regardé un film qui était posé sur un substrat et je regardais la stabilité d'un état où le film était parfaitement orienté et ne bougeait pas. Là, je prends un système qui, a priori, va être très grand et je regarde si ce système est stable ou pas dans l'état où il ne bouge pas. Alors, je ne vais pas le faire explicitement. Le calcul est très, très semblable à celui que j'ai fait la dernière fois. Il faut reprendre les équations que j'avais appelées les équations des gels actifs, partir de cet état de base où l'orientation P est parallèle à X et où le champ de vitesse est égal à 0, et faire une perturbation autour de cet état-là. Perturbation.
Ça, c'est θ égale 0, V égale 0. Alors, comment on fait ça en pratique? On suppose que θ est petit, que V est petit, et puis on regarde, quand on met une perturbation de vecteur d'onde Q, si cette perturbation croît ou si elle décroît. Oui? L'énergie qui est dépensée, elle est dépensée comment sur la vitesse? Alors, ça veut dire que alors, il y a des termes qui dissipent de l'énergie. Chaque constituant dissipe de l'énergie. Je vais montrer c'est ce que je veux faire après. Garde ta question pour dans 10 minutes. Je vais regarder les bilans d'énergie dans 5 minutes. D'accord? Donc, on peut prendre une perturbation avec un vecteur d'onde que je vais appeler K. Et puis, regarder si cette perturbation, quand V est petit et quand θ est petit, croît ou décroît. Si elle décroît, le système est stable. Si elle croît, le système est instable. Donc, ce qu'on peut calculer, je ne vais pas vous faire le calcul explicite parce que c'est à peu près le même calcul que celui que j'ai fait la dernière fois, c'est le taux de croissance de la perturbation. Je vais l'appeler sigma pour un vecteur d'onde K. Alors, il est égal à zeta delta mu sur eta. Ça, c'est homogène à un taux, c'est l'inverse d'un temps. Facteur de kx carré moins ky carré sur k2 moins k fois k2, 1 sur gamma 1, plus 1 sur 4 états. Et je vais faire dans toute la première partie, je vais me placer dans le cas où le couplage entre l'écoulement et l'orientation du paramètre d'ordre, ce paramètre que j'avais appelé nu1 est égal à 0. On pourrait garder nu1, et dans ce calcul-là, c'est extrêmement facile de le garder. Simplement, ça va me permettre d'écrire des équations qui sont plus courtes et plus simples. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire sur ce taux de croissance. D'abord, il n'est pas isotrope. Ça veut dire que le taux de croissance, il dépend de l'orientation du vecteur d'onde. Et puis, il peut être positif. J'ai dit que je regardais un système qui est contractile. Si le système est contractile, la contrainte est négative. Si je fais kx égale 0 et ky positif, ce terme-là sera négatif aussi. Et donc ce terme-là peut être positif, il déstabilise le système. Et celui-là va toujours être négatif, il stabilise le système. Je vous rappelle que gamma 1, c'est la viscosité de rotation, et eta, c'est la viscosité de translation. Donc je vais me placer dans le cas où c'est le plus instable. Ça veut dire que je vais supposer que kx est égal à 0. Et puis ky est différent de 0. Donc je vais tracer sigma. En fonction de ky. Alors, si kx égale 0, k2 est égal à ky, donc il y a une valeur finie en k égale 0 qui est moins de zeta delta mu sur eta. Donc ici, il y a moins. Puis après, c'est une parabole. Donc c'est quelque chose qui décroît comme ça. Vous voyez que si kx est égal à 0, il y a une bande de vecteurs d'onde jusqu'à un vecteur d'onde critique ici que je vais appeler kc, pour lesquels la perturbation croît. Donc le système est instable par rapport à des perturbations dont le vecteur d'onde est suivant la direction y, c'est-à-dire est perpendiculaire à l'orientation du directeur. Et puis tous les vecteurs d'onde plus petits que ce kc sont instables. Le vecteur d'onde le plus instable, je l'obtiens pour ky égale 0.
Donc ça veut dire que ce qui est le plus instable, c'est les perturbations de grande longueur d'onde. Avec une théorie linéaire comme ça, la seule chose qu'on peut regarder, c'est l'endroit où le taux de croissance est maximum. Ici, le taux de croissance, il est maximum pour ky égale 0. Si je considère un système fini, ça veut dire que l'instabilité, elle ne va pas apparaître pour un vecteur d'onde égal à 0, elle va apparaître avec une longueur d'onde qui est la taille du système. Donc ky, ça va être de l'ordre de 2 pi sur L. Alors maintenant, il faut regarder ce que c'est que ce vecteur d'onde critique ici. Alors ce vecteur d'onde critique, Kc, il est proportionnel, avec un coefficient de proportionnalité qui est juste un nombre, à ce que j'avais appelé 1 sur Lc, la semaine dernière. Je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai étudié un film qui était posé sur un substrat solide. J'avais fait croître l'épaisseur du film et je vous avais montré qu'au-delà d'une épaisseur critique, le film devenait instable et il y avait un écoulement spontané qui apparaissait. Je retrouve ici la même... C'est 1 sur Lc. Je retrouve ici la même longueur critique. Alors cette longueur critique, elle est telle que Lc carré est proportionnel à K sur zeta delta mu. Pour toutes les tailles pour lesquelles L est plus petit que cette longueur critique, le vecteur d'onde où apparaît l'instabilité ky va être plus grand que kc et le système va être stable. Pour tous les systèmes qui sont suffisamment actifs, L sera 1 sur L sera petit devant kc et le système devient instable. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que si je prends un fil nématique qui est orienté, il n'y a pas d'état stationnaire immobile à condition que la taille du système soit suffisamment grande. Et tous les vecteurs d'onde plus petits que ce vecteur d'onde critique sont instables. Celui qui croît le plus facilement, c'est celui qui est k égale 0, donc c'est k égale 1 sur L. C'est un résultat qui est une autre façon de formuler ce que je disais la dernière fois. C'est exactement la même physique qu'il y a derrière. Et donc, il n'y a pas de système nématique stable de taille infinie qui n'ait pas de mouvement. Donc ça, c'est un premier résultat que je voulais vous montrer. Je vais maintenant vous montrer, je vais faire une discussion un peu plus détaillée de la question qui était posée là. Je vais commencer par regarder la conservation de l'énergie dans un gel actif. Donc je vais faire ça sous le titre de turbulence active. Alors, l'énergie dans un gel actif, qu'est-ce que c'est? L'énergie dans un gel actif, c'est l'énergie orientationnelle. C'est ce que j'ai appelé l'énergie de Franck. Alors cette énergie, je vous ai montré que si j'avais un système à 2 dimensions, l'orientation du directeur ne dépend que de cet angle θ, et l'énergie, localement, elle est proportionnelle au carré du gradient. Donc cette énergie de Franck, c'était F égale 1/2 de l'élasticité de rotation, qui est le K qui apparaît ici,
fois somme sur tout l'espace. De gradient de θ au carré dr. Donc ce que je veux maintenant, c'est regarder comment varie cette énergie avec le temps. On injecte de l'énergie dans le système, et puis il y a de l'énergie qui est dissipée. L'énergie est dissipée parce qu'il y a une viscosité de rotation et parce qu'il y a une viscosité de translation. Alors un commentaire que je veux faire avant ça, c'est parler de l'énergie cinétique. Alors je vais l'écrire de façon un peu provocante exprès. L'énergie cinétique, c'est proportionnel localement au carré de la vitesse. Donc je vais définir une énergie cinétique EC, qui est 1,5 de somme de V2 de RdR. Je n'ai pas mis la densité de masse ici. Dans tout ce que j'ai fait avant, les termes inertiels étaient négligeables. Donc ça veut dire que pour tous mes bilans d'énergie, l'énergie cinétique ne compte pas. La seule chose que ça me mesure, ça, c'est la valeur moyenne sur le volume du carré de la vitesse, et c'est tout. C'est pour ça que je n'ai pas mis la densité. Dans tout ce que j'ai fait avant, j'ai négligé les termes inertiels et j'ai fait tendre la densité de masse vers 0. Donc je discuterai ça après. Je veux bien insister sur le fait que ça ne compte pas dans les bilans d'énergie. C'est le spectre des fluctuations de la vitesse, si tu veux. Parce que comme je veux aller à la turbulence et que ce que les gens aiment bien discuter, c'est l'énergie cinétique, c'est pour ça que je l'appelle énergie cinétique. Alors, pourquoi est-ce que l'énergie croît? L'énergie va croître parce qu'on injecte de l'énergie dans le système. L'énergie qu'on injecte dans le système, c'est le nombre, si j'ai par exemple un système comme le cytosquelette, c'est le nombre de molécules d'ATP consommées par unité de temps et de volume, donc par unité de volume. Ça, c'est ce que j'avais appelé R, ça c'est le nombre de molécules consommées par unité de temps et par unité de volume, fois l'énergie que j'injecte chaque fois que je vais consommer une molécule d'ATP. Ça, c'est ce que j'avais appelé delta mu. Voilà l'énergie que j'injecte dans le système. Et puis, il y a une énergie qui est dissipée dans le système. Et l'énergie dissipée, c'est exactement la même chose que ce que j'avais appelé la production d'entropie. C'est la variation d'énergie libre du système par rapport au temps. Donc c'est ce que j'avais appelé TS point. Je vous rappelle qu'il y avait trois termes. Somme sur tout le volume. Il y a un terme qui est relié à la consommation d'ATP, R delta mu. Il y a un terme qui est relié à la dissipation visqueuse, plus sigma alpha bêta V alpha bêta. Et puis il y a un terme qui est relié à la dissipation à cause des changements d'orientation dans le système, plus grand P ça, c'est la production d'entropie telle que je vous l'avais écrite. Maintenant, je vais vous rappeler ce que j'ai fait il y a deux cours. Je vous ai dit, j'ai défini des flux et des forces. Ça, c'est la force, ça, c'est le flux. Ça, c'est la force, ça, c'est le flux. Ça, c'est la force, ça, c'est le flux. Ce grand P-là, c'est la dérivée par rapport au temps du directeur, et c'est la dérivée corotationnelle par rapport au temps du directeur. Et puis, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé que je vous avais montré que chacun des flux-là, je pouvais les décomposer en une composante qui était réactive, qui ne participe pas à la dissipation de l'énergie, et une composante qui est dissipative, qui participe à la dissipation de l'énergie. Donc ça veut dire que je peux ici me limiter à la composante pour ces trois flux qui est dissipative. Donc l'énergie dissipée,
c'est la composante dissipative du taux de consommation de l'ATP, plus la composante dissipative de la contrainte, plus la composante dissipative de la variation de l'orientation du directeur. Après, si je veux aller plus loin, il faut que là-dedans, j'introduise les variations de ces composantes dissipatives. Alors, je vais le faire, je vais vous rappeler ce que j'ai fait il y a 3 cours. Alors, j'avais 3 flux. Sigma, alpha, bêta dissipatif. Ça, c'était 2 fois la viscosité fois V alpha bêta, où V alpha bêta, c'est la partie symétrique du gradient de vitesse. Il y avait un deuxième terme ici, qui était relié à la contrainte active, mais ce deuxième terme relié à la contrainte active, il n'est pas dissipatif, il est réactif, donc je ne l'écris pas. Ensuite, j'écris P alpha dissipatif. Ça, c'est la variation du directeur par rapport au temps. Il y a un terme de viscosité. As alpha sur gamma 1. Il y avait un deuxième terme dissipatif, qui était ce que j'avais appelé le champ actif, mais je vous ai montré que pour la plupart des cas, je peux considérer que ce champ actif est égal à 0. Donc là aussi, j'ai un seul terme dissipatif. Ça, c'est la dissipation par la viscosité de translation. Ça, c'est la dissipation par la viscosité de rotation. Et puis, comme j'ai le taux de consommation qui est là, je vais écrire tout le taux de consommation, pas simplement le terme dissipatif. Donc, je vais écrire que R, c'est lambda delta mu. Ça, c'est le terme diagonal. Et ce terme-là, il dissipe de l'énergie, même s'il n'y a pas de mouvement, et même s'il n'y a pas de gradient d'orientation. Et puis, il y avait un deuxième terme qui était relié à la contrainte active, plus zeta, Q alpha bêta, fois V alpha bêta. Ce terme-là est dissipatif. Et ce terme-là est réactif. Alors avec tout ça, je vais pouvoir écrire que la variation de l'énergie totale, c'est l'intégrale de ça, moins l'énergie dissipée. Donc j'écris df sur dt. Somme sur tout le volume. Alors ça va augmenter à cause de ce terme R delta mu. Je multiplie ça par delta mu et un terme à lambda delta mu carré plus zeta delta mu Q alpha bêta V alpha bêta. Ça, c'est l'énergie que j'injecte dans le système. Puis après, j'ai 3 termes qui dissipent de l'énergie ici. Donc j'ai moins. La partie dissipative de R fois delta mu, ça fait moins lambda delta mu carré. Donc ce terme-là s'annule. Puis il y a moins. Et puis c'est tout, parce que ce terme-là est réactif. Donc voilà pour la production d'ATP. Après, j'ai moins V alpha bêta, sigma alpha bêta dissipatif, donc ça fait 2 fois état V alpha bêta. Ça, c'est l'énergie qui est dissipée par unité de volume dans un fluide de viscosité état. Je dois bien retrouver ce terme-là. Et puis, j'ai un troisième terme qui est ce qui vient de P. Donc, j'ai moins H alpha fois H alpha sur la viscosité de rotation. Et je ferme la parenthèse. Donc voilà l'équation de conservation dans un système actif. Ce qui crée l'énergie,
c'est le fait qu'il y a une contrainte active. C'est ce terme-là qui injecte de l'énergie dans le système. Alors, il ne l'injecte pas directement parce qu'il est réactif, mais il l'injecte parce qu'on a créé un champ de vitesse et que c'est ce champ de vitesse qui va injecter de l'énergie dans le système. Et puis, il y a deux termes de dissipation qu'on aurait pu deviner dès le départ, hein, qui sont la viscosité de translation et la viscosité de rotation. Alors, je vais leur donner des noms parce que je voudrais les discuter après. Alors, celui-là, je vais l'appeler I. Ça, c'est l'énergie injectée dans le système. Ce terme-là, je vais l'appeler d état, c'est la dissipation qui est due à la viscosité de translation. Et ce terme-là, je vais l'appeler d gamma, c'est la dissipation qui est due à la viscosité de rotation. Donc voilà comment se consomme l'énergie dans un système actif. J'insiste sur le fait qu'on injecte de l'énergie avec ce terme-là, mais on la consomme directement à cause de la dissipation qui est associée ici. Donc il y a quand même un flux d'énergie, même si le système n'a pas de champ de vitesse et même si le système n'a pas de gradient d'orientation. Alors maintenant, à partir de ça, je veux passer à la turbulence active. Donc, je vais considérer pareil un liquide pneumatique actif. Je pars d'une configuration où P est suivant X. Et V est égal à 0. Alors, ce que je vous ai dit ici, c'est que si le système est assez grand, il y a une instabilité. Il s'avère qu'il y a une seule longueur dans le système. La seule longueur qu'il y a dans le système, c'est cette longueur LC que j'ai introduite au cours dernier. Donc, il y a une seule longueur caractéristique. Alors, ce dont dépend LC, hein, c'est encore écrit ici, il dépend de la contrainte active dans le système, donc il dépend du fait que j'injecte de l'énergie dans le système, et puis il dépend de la rigidité de courbure. Ce que je veux, parce que ça me fera une variable qui est plus facile à manipuler, c'est caractériser l'activité par une grandeur sans dimension. Donc je vais introduire un paramètre que je vais appeler grand A, qui va augmenter avec l'activité dans le système, donc il doit augmenter avec delta mu. J'ai une longueur qui est là, il faut que je trouve une autre longueur pour faire un nombre sans dimension. Et il y a une seule autre longueur qui est un nombre sans dimension, qui est la taille du système. Donc je vais définir une activité A qui est L2 sur LC carré. LC carré, c'est proportionnel à la contrainte, à l'inverse de la contrainte active. Donc cette activité-là, elle est proportionnelle à la contrainte active. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est prendre un système qui a un paramètre A qui est petit, puis je veux augmenter A, et je veux essayer de décrire qu'est-ce qui se passe quand j'augmente l'activité. Alors ce que j'ai dans la tête là, c'est d'augmenter l'activité. Je vais prendre un système de taille donnée, et je vais augmenter la contrainte active. Quand j'augmente la contrainte active, je diminue ce nombre LC qui est là. Et ce que je veux faire, c'est regarder un système qui a des activités très fortes. Vous allez voir dans 5 minutes que les cas qu'on a étudiés, c'est des systèmes où l'activité, c'est 3 × 10^5. Donc c'est des activités qui sont absolument gigantesques. Donc on part de A égale tout petit, et on augmente A en augmentant la contrainte active. Alors la première chose qui va se passer, c'est ça. Quand A est tel que L est plus grand que LC, l'état immobile devient instable, et donc il y a un écoulement spontané.
Donc il y a une valeur critique. Si A est supérieur ou égal à une valeur critique AC, qui est un nombre, hein. Si j'avais choisi le bon LC, ce nombre, je pourrais le faire égal à 1. Il s'avère que dans les simulations que je vais vous montrer tout à l'heure, il n'a pas choisi le bon LC, et donc AC est plus grand que 1. Donc si A est plus grand que AC, il n'y a pas d'état immobile, il y a un écoulement spontané. Ce qui est associé à ça, et c'est la même chose que la semaine dernière, c'est que s'il y a un écoulement spontané, ça veut dire que le directeur ne reste pas homogène, et donc au moment où apparaît l'écoulement spontané, il apparaît des gradients d'orientation. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des simulations numériques. Qui ont été faites avec Ricard Alert Jaume Casadmount. Et je vais essayer de vous montrer maintenant, à partir de ces simulations numériques, qu'est-ce qui se passe quand on augmente l'activité. Avant de faire ça, je vais être un peu prudent sur ce que je vais dire. Autant tout ce que j'ai dit dans les cours précédents, c'est des choses qui ont été bien réfléchies, bien établies. Ça, c'est plutôt un travail qui est en cours. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est d'essayer de le présenter de la façon la plus simple. Ce que je pense à l'heure actuelle, je pense que c'est à peu près cohérent, autrement je n'en parlerai pas. C'est même relativement bien cohérent. Ceci dit, il y a peut-être encore des choses qu'on a ratées. Et donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je serai obligé de revenir. Mais je pense que c'est bien de vous montrer un truc qui est en train de se développer. Alors, je vais vous montrer des images. J'ai pas de... Enfin, je vais montrer comme ça. Donc il y a deux variables dans le système. Il y a une variable qui est l'orientation des composants, qui est l'angle θ, et puis il y a une variable qui est la vitesse. On a pris un système d'une taille donnée, et la première simulation, qui est celle de gauche, elle est faite pour A égale 200. C'est des simulations qui sont très lourdes. Donc quand je dis à Ricard, il faudrait essayer d'identifier la valeur critique de A, il me dit, je ne veux surtout pas faire ça parce que ça me prendrait un temps fou. Donc on sait que c'est de l'ordre de 100, entre 100 et 150. Le système devient instable. Et au-dessus de cette première instabilité, il y a un état stationnaire. Donc si A est supérieur ou égal à AC, il y a un état stationnaire. Alors cet état stationnaire, vous le voyez là, il y a deux bandes. La partie basse du système, il y a un écoulement qui se crée vers la droite. Dans la partie haute, il y a un écoulement qui se crée vers la gauche. Je suis parti avec un directeur qui était le long de l'axe X qui est horizontal. Et puis vous voyez que c'est bien instable le long de la direction Y. Donc c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ricard a bien vérifié que l'équation que j'avais écrite et que je viens d'effacer ici était parfaitement vérifiée. Donc il n'y a aucune surprise avec ça. Et puis si vous regardez l'image du dessus, vous voyez qu'on retrouve des bandes sur l'orientation du directeur. Et donc on a un état stationnaire, sauf que cette fois c'est un état stationnaire en écoulement. C'est presque la même chose que ce que je vous ai montré la dernière fois. La seule différence, c'est que les conditions limites sont telles que cette fois, il n'y a pas de flux macroscopique. Il y a la moitié du fluide qui va vers la gauche, la moitié du fluide qui va vers la droite, et on a une espèce de cisaillement qui apparaît comme ça. Quand on augmente un peu l'activité, cet état cisaillé est stable, et donc on a un vrai état stationnaire, et puis il apparaît une deuxième instabilité. La deuxième instabilité, elle a tendance à apparaître dans la direction transverse, donc au lieu d'apparaître avec un vecteur Q qui est le long de Y, elle va apparaître un vecteur Q qui est le long de X. Et puis elle va apparaître avec une longueur d'onde qui est plus petite que la première instabilité.
Et en gros, la longueur d'onde de la deuxième instabilité, ça va être la moitié de la longueur d'onde de la première instabilité. Après la deuxième instabilité, on aura un système qui est un peu plus compliqué, puisqu'il y aura une partie de l'écoulement, il y aura un écoulement avec une composante dans ce sens-là et un écoulement avec une composante dans l'autre sens. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe quand A est égal à 500. Alors si A est égal à 500, donc ça c'est ce qui se passe pour A égale 200. Si A est égal à 500, on a encore un état stationnaire, mais on a une structure d'écoulement qui est plus compliquée, où vous voyez qu'il y a ces tourbillons qui apparaissent, et puis on a une longueur d'onde qui est à peu près la moitié de la taille du système cette fois, au lieu d'avoir la longueur d'onde qui est la taille du système. Ça correspond presque à un truc où on aurait une instabilité dans un sens et une instabilité dans l'autre sens. Donc il y a des états stationnaires qui sont un peu plus compliqués. C'est désordonné parce qu'on a mis du bruit dans le système, donc ce n'est pas du tout choquant que ça soit désordonné, mais c'est un état qui est encore stable. Et puis on continue à augmenter A. Alors vous allez me dire, c'est facile, il va y avoir des instabilités qui vont se produire. À chaque fois, on aura des longueurs d'onde plus petites. Et comme ça, on va avoir de plus en plus des structures de vortex de plus en plus petites pour une taille donnée. Oui, Pierre. Alors c'est un état stationnaire déterministe en moyenne, c'est une moyenne sur le bruit. Puisque j'ai dit qu'il y avait du bruit. En fait, ce qui se passe, c'est que si on augmente 2 fois A, ou qu'on va jusqu'à 1000 ou 2000, on arrive à ce que l'état stationnaire disparaisse. Donc il y a une deuxième valeur critique de l'activité. Qui pour ce système-là est quelque part entre 1000 et 2000, et donc on n'a pas réussi à caractériser de façon précise. Je vais l'appeler A étoile. Et si A est plus grand que A étoile, il n'y a plus d'état stationnaire. Je suis pas, c'est ce que j'allais dire, je vais être très prudent là-dessus. Oui, je vois très bien pourquoi tu veux dire ça. Alors, je vais le dire quand même. Ce que pense Jacques, c'est qu'on sait qu'on arrive à faire des choses chaotiques si on a 3 variables. Et donc, il dit, peut-être que si on a 3 modes, ça ferait les 3 variables, et ça suffirait pour aller vers un système chaotique. On n'a pas plus de données que ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a fait les choses... Ce que je suis en train d'essayer de vous décrire là, c'est un scénario de transition vers un état que je vais appeler turbulent. Je vous dis qu'il y a une valeur critique ici. En fait, ce qui nous intéressait directement, ce n'était pas tellement le scénario de transition vers la turbulence, mais c'est ce qui se passe quand le système est très turbulent. Donc on n'a pas insisté là-dessus, et certainement il faudra le faire, hein, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se passe quand A est très grand dans A étoile. Je vais l'appeler un état turbulent actif. Hein. Alors c'est ça l'originalité du travail que je suis en train de décrire, c'est qu'on a été à des valeurs de A qui sont absolument gigantesques, et les résultats qu'on a obtenus sont pour A égale 3,5 10 puissance 5. Donc ça veut dire qu'il faut prendre la racine carrée, hein, mais ça veut dire que c'est presque la taille du système est 1000 fois plus grande que la taille critique LC. Et l'espoir, c'est de voir si on arrive à trouver des propriétés qui sont générales et qui décrivent la statistique de ces états-là. Alors d'abord, voilà une image. Je n'ai pas de pointeur, mais voilà une image de l'orientation, de l'angle d'orientation
lorsque A est égal à 3,5 10 puissance 5, vous avez une structure qui est assez aléatoire. Localement, c'est assez bien orienté, donc il y a des domaines orientés qui ont une petite taille. Et évidemment, ce qu'on peut imaginer tout de suite, c'est que la taille de ces domaines, c'est à peu près la taille critique LC. Donc il y a des domaines orientés de taille LC. Et puis après, il y a des domaines comme ça dans toutes les directions. Si on admet qu'il y a plusieurs transitions et qu'à chaque fois on divise la longueur d'onde par 2 et on change l'orientation, on va avoir quelque chose qui est à peu près aléatoire ici. Le champ de vitesse au départ, il est orienté suivant x, mais dès la deuxième transition, on crée une composante suivant y, et quand on arrive à 3 10 puissance 5, le champ de vitesse en moyenne est orienté de façon aléatoire. Alors, je n'ai pas la transformée de Fourier de cette image, je te montrerai des spectres tout à l'heure. Par contre, j'ai une image dynamique, c'est-à-dire qu'on a regardé en fonction du temps comment évoluer cette image-là. Alors, je vais être honnête, le film que je vais vous montrer, il n'est pas fait pour A égale 3 10 puissance 5, pas tellement parce qu'il n'arrive pas à le faire, mais c'est moi qui n'arrive plus à le montrer sur mon ordinateur, parce que c'est des films qui sont lourds, qui font tout planter. Donc, je vais vous le montrer pour une valeur qui est déjà dans un régime où c'est ce que j'appellerais turbulent, mais qui n'est pas aussi haut que ce 3 10 puissance 5. Donc voilà ce qui se passe. Ça fait à peu près ce à quoi on s'attend. Ça veut dire que les structures qu'on voit apparaissent et disparaissent en fonction du temps et elles ont l'air de réapparaître de façon à peu près aléatoire. Ce que moi j'ai envie de conclure de cette histoire-là, c'est que si A est très grand, plus grand que cette valeur A étoile, on arrive à un état qui est au moins du chaos spatio-temporel. Alors évidemment, ce qu'on aurait enfin envie de faire, c'est de décrire ça comme un état turbulent et de faire une analyse de cet état-là, comme les gens font pour des états turbulents classiques en mécanique des fluides. Oui, Pierre. Les structures elles-mêmes ne sont pas isotropes. Comment ? Les structures elles-mêmes ne sont pas isotropes. Elles sont allongées. Les structures sont tellement allongées qu'au début, on appelait ça des saucisses. On les a vues comme ça. Il y a un ordre orientationnel entre les structures. Non, il n'y a pas d'ordre orientationnel entre les structures. Et ça, il l'a vérifié de façon assez propre. Et puis, elles ne réapparaissent pas. Il n'y a pas de mémoire, en ce sens que si on moyenne le film sur plusieurs images, ça va partir de façon complètement aléatoire. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est l'orientation. C'est ce que vont faire ces structures. Quand tu passes d'une structure à une autre, il y a un gradient d'orientation. Donc, ça va créer des tourbillons. Et la taille des tourbillons va être à peu près égale à la taille des structures, enfin, ou à la distance entre les structures. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est regarder cet état turbulent. Alors, on a tous la même réaction quand on veut regarder un état turbulent. Ce qu'on a envie de regarder, c'est le spectre dans l'espace de Fourier. Donc, c'est ça que je vais discuter maintenant. C'est les spectres de l'énergie dans l'espace de Fourier. Ça veut dire que l'énergie de Franck que j'ai appelé F, je vais décomposer l'angle en mode de Fourier et je vais écrire que l'énergie de Franck F, c'est une somme sur tous les vecteurs d'onde. Pour être cohérent, il faut mettre 2pi au carré ici, de
quelque chose qui serait le carré de la transformée de Fourier du gradient. Alors, ce n'est pas comme ça que les gens l'écrivent dans les milieux turbulents. Ce qu'ils écrivent, c'est ils écrivent somme de dk. Donc, K, c'est le module. De f tilde de k. Alors, si je le fais à 2 dimensions, je vais l'écrire pour f et je ne l'écrirai pas pour les autres variables. Je savais que f, c'était somme de dr de gradient θ au carré fois k. Je vais introduire les modes de Fourier de gradient θ. Et ça, par un théorème dont j'ai toujours apprécié le nom, qui s'appelle le théorème de Parseval-Plancherel. C'est simplement l'intégrale sur tous les modes de Fourier. C'est là que je vais mettre mon 2π au carré, fois le module au carré de la transformée de Fourier de gradient θ. Alors je vais appeler θk la transformée de Fourier de θ. Je vais écrire que θk avec un tilde, c'est somme de exponentielle moins IKR θ de RdR. Et je peux écrire ça donc comme la transformée de Fourier de gradient θ, ça sera IK fois la transformée de Fourier de θ. Donc là, j'aurai K2 module de θ au carré, puis il y a un K sur 2. Et vous voyez que le spectre de l'énergie de Franck, c'est ça, fois un K, parce que ce K-là, c'est 2π kdk. Donc le spectre de l'énergie de Franck, c'est f tilde de K égale K fois K2 fois une constante. Donc si je connais la variation de θ avec la position, je peux calculer la transformée de Fourier et je peux exprimer le spectre de l'énergie de Franck comme ça. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est écrire d sur dt de f tilde de k. Ce que je suis en train de faire là, et c'est ce que font d'habitude les gens en turbulence, c'est ce qui a été inspiré par Kolmogorov, c'est se placer dans l'espace de Fourier, prendre une petite bande dans l'espace de Fourier de largeur dk, et puis de regarder le bilan d'énergie pour cette bande de l'espace de Fourier de largeur dk. Ou si vous voulez, ce que je suis en train de regarder, c'est le flux d'énergie dans l'espace de Fourier entre k et k plus dk. Alors je vais vous écrire la forme qu'a cette variation d'énergie, du spectre d'énergie. Il y a 4 termes. Il y a un terme qui est l'énergie que j'injecte. Donc je vous ai défini l'injection d'énergie dans l'espace réel. Il y a le spectre de l'énergie injectée. Ça, c'est I tilde de K. Après, il y a 2 termes qui correspondent au spectre de dissipation. Donc, moins D tilde eta de K. Il y a un terme qui correspond au spectre de dissipation pour l'énergie de rotation.
Et puis, il y a un troisième terme que je vais appeler T tilde de K. Alors, je vais vous en définir un. Je vais définir par exemple celui-là. Et vous verrez parfaitement comment on arrive aux autres. J'écris seulement que l'énergie injectée I, je peux la décomposer en mode de Fourier. Donc ça va être une somme sur tous les cas de I tilde de K. De la même façon, la dissipation par la viscosité, je peux la décomposer en mode de Fourier et je vais écrire que c'est une somme sur tous les cas des D eta tilde. Et la dissipation de rotation, je vais l'écrire de cette façon-là. Il y a un terme supplémentaire. Ce que c'est que ce terme supplémentaire, c'est le transfert d'énergie de K à K plus dK. Donc en plus de l'injection et de la dissipation d'énergie, ce que j'écris, c'est qu'il y a un flux d'énergie qui est transféré entre les échelles. Donc ce que représente ce terme de transfert T tilde de K, c'est le transfert d'énergie entre les échelles. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont spécialistes de la turbulence hydrodynamique, il y a une cascade d'énergie qui va des grandes échelles vers les petites échelles. C'est exactement ce terme-là que je suis en train de décrire. C'est le transfert d'énergie, soit des grandes échelles vers les petites échelles, soit des petites échelles vers les grandes échelles. Ce terme ne crée pas d'énergie au total, et ce terme ne dissipe pas d'énergie au total. Donc ça veut dire que l'intégrale sur tous les cas doit être égale à 0. Alors, j'ai pris les équations du gel actif complètement non linéaires, et ce terme-là, il vient du transport de θ par la vitesse. Ça, c'est absolument du transport de l'angle par la vitesse, du V scalaire gradient de θ. C'est un terme convectif. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les simulations, et puis on a calculé chacun de ces termes-là. Donc on a écrit les équations, on les a décomposées en mode de Fourier, en gardant toutes les non-linéarités. On sait écrire ça, on sait écrire ça, on sait écrire ça. On ne sait pas écrire celui-là, mais on fait la différence et on trouve celui-là. Donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà ce qu'on trouve. L'injection, l'énergie d'injection en fonction du vecteur d'onde qui s'appelle Q et pas K ici, c'est la courbe rouge qui est en haut. Donc ça, c'est ce qui injecte de l'énergie dans le système. Vous voyez que par rapport à la turbulence classique, d'abord, il y a de l'injection d'énergie à toutes les échelles. Et ensuite, l'injection d'énergie a un pic avec un vecteur d'onde qui est la barre qui est marquée 2π sur lambda i là-haut. Évidemment, ce pic-là, comme il y a une seule longueur dans le problème, ça doit être de l'ordre de 2π sur LC. Donc ça, c'est le premier résultat, c'est qu'il y a de l'injection d'énergie à toutes les échelles. Il y a un pic, ça veut dire qu'il y a une échelle de taille où l'énergie est plus injectée. Ça, c'est très différent de la turbulence hydrodynamique. Dans la turbulence hydrodynamique à 3 dimensions, on injecte l'énergie à grande échelle, puis l'énergie est transférée petit à petit vers les petites échelles. À 2 dimensions, c'est l'inverse. On injecte l'énergie à petite échelle et l'énergie cascade vers les grandes échelles. Ici, on injecte des énergies à toutes les échelles et on injecte surtout dans le pic, donc on injecte surtout à une échelle qui est cette taille critique que j'ai introduite.
Les deux courbes du bas, c'est la dissipation. Donc il y a deux types de dissipation. Ce qui est appelé shear dissipation, c'est ce que j'ai appelé la dissipation par la viscosité. Et puis ce qui est appelé rotational dissipation, c'est la dissipation par gamma 1, donc par la viscosité rotationnelle. Vous voyez que ce qui domine la dissipation, c'est la viscosité translationnelle. C'est plutôt la viscosité translationnelle qui domine la dissipation, et la viscosité rotationnelle est plus petite. Il y a une échelle pour la dissipation, et l'échelle de la dissipation, c'est la même que l'échelle de l'injection. Puis après, une fois qu'on a calculé la dissipation totale et l'injection totale, on peut faire la différence et on a le transfert d'énergie. Le transfert d'énergie, c'est la courbe noire. Vous voyez que la courbe noire, elle est scotchée sur l'axe y égale 0, et donc ce terme-là est égal à 0. Alors j'ai plusieurs commentaires à faire à ce sujet-là. D'abord, on a un autre argument pourquoi ça doit être égal à 0. Il est égal à 0 si la vitesse est distribuée de façon isotrope. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que cette cascade d'énergie conduisait à une vitesse qui était orientée de façon aléatoire. S'il y a invariance par rotation de la vitesse, on peut montrer à la main que ce terme-là est égal à 0. Et ça a l'air d'être vraiment le cas pour les systèmes qu'on a simulés qui sont à 3, 10 puissance 5 pour 1. La deuxième conclusion, c'est quand même que il n'y a pas de transfert d'énergie entre les échelles. Ça veut dire que l'énergie est dissipée à l'échelle où elle est produite. Donc c'est une turbulence qui n'a rien à voir avec la turbulence hydrodynamique. On injecte de l'énergie à toutes les échelles et l'énergie est dissipée directement à l'échelle où elle est produite. Il n'y a pas de cascade d'énergie dans ce problème-là. La deuxième chose que les gens mesurent pour la turbulence, c'est le spectre de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, E cinétique, je vous ai dit que je l'écrivais sans mettre la densité de masse, donc c'est 1,5. Je peux passer en mode de Fourier, ça c'est simple. C'est 1,5. C'est le carré du module de la vitesse transformé de Fourier. Et puis ce qui m'intéresse, c'est le spectre, donc je vais l'écrire somme de E tilde AC de K. Je vais vous donner le résultat qu'on obtient. Ce qu'on obtient comme résultat, c'est que ce spectre-là, il est proportionnel à 1 sur K. Alors comment est-ce qu'on obtient ça? On l'obtient en faisant une hypothèse, il faut que je revienne à mon dessin précédent pour vous la montrer. Ce qui est tracé là, c'est le spectre de l'énergie de Franck. Et vous voyez que l'énergie de Franck, elle est localisée dans un pic
qui est toujours à une échelle de taille qui est de l'ordre de LC. Ça veut dire que pour l'orientation, il y a une longueur caractéristique. Une autre façon de dire ça, c'est que les corrélations de l'orientation vont décroître sur cette longueur caractéristique. Donc ce qu'on a supposé, c'est que les corrélations d'orientation décroissaient exponentiellement sur cette longueur caractéristique. Peut-être que ce n'est pas tout à fait exponentiel, mais ça ne changerait pas grand-chose au résultat. Si on fait cette hypothèse-là, on arrive à ce résultat que l'énergie cinétique a un spectre qui décroît comme 1 sur K. Donc voilà ce qu'on a trouvé dans ces simulations-là. Ça ressemble à la turbulence. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la turbulence, mais Jaume Casadmount est un spécialiste de la turbulence. Et lui, il est très formel. Il dit, s'il y a des lois d'échelle et du chaos spatio-temporel, c'est de la turbulence. Ça n'a pas la caractéristique la plus connue de la cascade d'énergie hydrodynamique, qui est cette cascade de Kolmogorov. On injecte l'énergie à une échelle donnée et on dissipe l'énergie à cette échelle-là. Que ce soit ou non de la turbulence, et moi je l'ai appelé turbulence active, il y a un certain type de comportement universel qui me paraît intéressant et c'est un phénomène qui est extrêmement général. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est m'intéresser... Alors il faut que je change mon truc. C'est m'intéresser à la statistique des vortex. Puis parler très rapidement de ce que je vais appeler une théorie de champ moyen. Alors, il y a un autre groupe de simulations qui ont été faites à Leiden par quelqu'un qui s'appelle Luca Giomi. Ce que fait Luca Giomi, c'est des simulations à 2 dimensions, mais il fait des simulations sur des systèmes extensiles. Donc c'est le cas opposé de celui que j'ai décrit jusque-là. C'est le cas où la contrainte active n'est pas négative, où elle est positive. Et puis à la fin de l'article, il dit, mais j'ai aussi fait des simulations dans le cas où la contrainte est contractile, et ça ne change pas grand-chose. Donc ce que dit Giomi, c'est que ce n'est pas très différent pour les systèmes extensiles et contractiles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il regarde la statistique des vortex. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment il fait ça. Il définit une fonction locale qu'il appelle Q, en un point R. Donc, je ne vais pas vous donner l'expression parce que ça ne servirait pas à grand-chose, qui s'appelle la fonction d'Okubo-Weiss. Et ce qu'il regarde, c'est le signe de cette fonction Q de R. Il se place, il ne parle pas de nu du tout même, tellement il se place à nu égale 0.
Et pour lui, un vortex, c'est une région pour laquelle Q de R est inférieur à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? Ce qu'explique Jomy, c'est que si on prend deux particules et qu'on les met très proches d'un point donné, on regarde la trajectoire relative de ces deux particules. Il y a un exposant de Lyapunov qui nous dit comment divergent les trajectoires, et cet exposant de Lyapunov, c'est en gros Q de R. Si l'exposant de Lyapunov est positif, les trajectoires vont diverger, et on n'est pas à l'intérieur d'un vortex. Si l'exposant est négatif, les trajectoires vont rester toujours proches l'une de l'autre. Dans ce cas-là, ça veut dire que le système est piégé dans un vortex et tourne autour de lui-même. Donc c'est pour ça que, dans le domaine de la turbulence, cette fonction Q est considérée comme un bon indicateur des vortex. Donc avec cette fonction Q de R, il regarde où elle s'annule, il regarde toutes les régions où Q est négatif, puis après, dans chaque région, il regarde le sens de rotation, c'est-à-dire il regarde si la vorticité est positive ou négative. Donc Q de R permet d'identifier les vortex de déterminer le sens de rotation. Alors, c'est l'image d'après. C'est l'image d'en bas à droite ici. C'est son système turbulent qu'il a simulé de façon numérique. Alors les activités sont pas mal moins fortes que celles qu'on a utilisées nous, mais vous voyez des vortex qui tournent comme ça, qui sont en bleu, et des vortex qui tournent comme ça, qui sont en rouge. Et puis, il peut regarder l'aire de chaque vortex. Donc, dans sa simulation, il regarde l'aire de chaque vortex. Puis il fait une statistique de l'aire des vortex. Ça veut dire que dans un champ comme ça, pour une taille donnée, il calcule la fonction n de A, qui est le nombre de vortex de taille A dans le système. Alors, il y a plusieurs résultats qu'il trouve. La première, c'est qu'il y a une coupure minimale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vortex très petit, donc il y a une aire minimale de vortex. Et c'est à peu près évident d'après ce que je vous ai dit. L'aire minimale, elle est associée à la taille des saucisses là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça doit être le carré de la longueur caractéristique. Donc ça marche très bien. Et il trouve bien que l'aire minimale des vortex, c'est le carré de l'aire caractéristique. Il y a une aire maximale des vortex. L'aire maximale, c'est les plus grands vortex. Les plus grands vortex, ils vont avoir la taille du système. Donc si j'appelle L la taille du système, l'aire maximale, c'est en gros L2. Et entre LC carré et L2, qui sont le rapport des deux étant mon activité qui est très grande, il y a une distribution de taille de vortex. Il y a un nombre de vortex de taille A. Et ce qu'il trouve, c'est que le nombre de vortex de taille A est exponentiel. Donc il y a une taille caractéristique de vortex, et la taille caractéristique de vortex, à nouveau, elle est proportionnelle à LC carré. Ça, je le prends comme un fait qui sort directement des simulations. Après, il a essayé de justifier cette forme-là. Je ne vais pas rentrer dans cette justification-là qui ne me paraît pas extrêmement générique. Mais donc, on connaît la distribution de taille des vortex. La deuxième chose que fait Jomy, c'est qu'il dit, mais maintenant, si je me place dans un vortex donné,
je peux écrire la vorticité oméga de R. Alors cette vorticité oméga de R, il y a une amplitude caractéristique de la vorticité qu'il appelle oméga V. Puis il dit après, c'est plus qu'une fonction de la distance au centre du vortex. Donc il écrit oméga V fois une fonction de R sur R, où R c'est la position par rapport au centre du vortex et grand R c'est la taille du vortex. Donc ça, c'est une hypothèse qu'il fait. C'est-à-dire que tous les vortex ont à peu près la même forme. Ils ont la même forme en ce sens qu'à l'intérieur d'un vortex, moyennant une dilatation de l'échelle de taille, la vorticité a toujours la même forme. Alors, le oméga V, ce qu'il trouve, c'est qu'il ne dépend pas vraiment de l'aire du vortex. Donc oméga V est indépendant de l'aire du vortex. Puis la deuxième chose qu'il trouve, c'est que le oméga V, il augmente avec l'activité. Mais maintenant, si vous connaissez la vorticité dans chaque vortex, en sommant sur tous les vortex, vous allez trouver la vorticité totale. Donc il somme sur tous les vortex. Oméga de R, c'est une somme sur tous les vortex I de oméga I de R. Et puis ce qu'il calcule avec ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropie. L'anthropie, oméga, c'est somme sur tous les points du carré de la vorticité. Ça, c'est relié à la dissipation visqueuse dans le système. Mais comme il connaît la vorticité en chaque point et qu'il connaît la distribution des vortex, moyennant l'hypothèse que les vortex sont indépendants, il peut calculer le spectre de l'anthropie. C'est-à-dire qu'il écrit que oméga, c'est somme de dk de oméga tilde de k. Mais si je reviens là, oméga, c'est le rotationnel de la vitesse. Le rotationnel de la vitesse, c'est k fois le spectre de la vitesse. Et donc, si on arrive à calculer des lois d'échelle pour l'anthropie, on va arriver à calculer des lois d'échelle pour le spectre de l'énergie cinétique. Et donc, par cette procédure-là, il arrive à calculer le spectre de l'énergie cinétique. Alors, ce qu'il trouve, c'est que si k est petit, donc à grande échelle, on trouve que oméga de k est proportionnel à k. Mais oméga de k
c'est proportionnel au carré de la vorticité. Ça veut dire que oméga, c'est K fois V. Donc V, c'est oméga sur K. Si je reviens au spectre de l'énergie cinétique, il trouve quelque chose qui est proportionnel à 1 sur K. Donc par un argument qui est complètement différent, qui est basé sur la statistique des vortex et sur la mesure de la distribution de taille des vortex, ce que trouve Giomi, c'est la même loi d'échelle pour l'énergie cinétique en fonction de K. Alors il peut le faire pour toute valeur de K. Il regarde aussi à grand vecteur d'onde. Il trouve que EC de K proportionnel à 1 sur K4. Donc on a un comportement en loi de puissance 2 du spectre de l'énergie cinétique qui est proportionnel à 1 sur K à petit k et à 1 sur K4 à grand K. Alors je vais revenir à ma figure précédente. Alors vous avez deux figures. Peut-être le premier à regarder, c'est l'anstrophe. Je vous ai dit qu'à faible vecteur d'onde, c'est proportionnel à K, qu'il appelle Q. Il y a un pic qui est toujours à 1 sur LC. Et puis il y a cette loi qui, pour l'anstrophe, est en 1 sur Q2. Alors si vous divisez par Q2, vous avez le spectre de l'énergie cinétique. C'est en 1 sur Q et en 1 sur Q4. Ces résultats-là, ce n'est pas ceux de Giomi, c'est ceux qu'on a obtenus dans nos simulations à nous. Donc on retrouve, pour un système qui est extensile, les mêmes lois de puissance, et on retrouve la loi de puissance qu'on avait prévue nous, mais on retrouve aussi la loi de puissance qui est prévue par Giomi, qui, elle, vous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur des vortex. Oui? Vous avez un argument pour le 1 sur Q4 à grand Q? Non, mais j'ai peur que celui-là... Alors, il y a encore une chose que je n'ai pas spécifiée, c'est il dit, la vorticité, c'est une valeur caractéristique fois une fonction de petit r sur grand R. Et cette fonction, il la prend égale à 1 jusqu'à R et 0 après. Et j'ai très peur que le 1 sur Q4, il dépende un peu de ça. Autant à grande distance, ça ne doit pas dépendre de cette loi-là, et ça ne me choquerait pas. Autant là, si tu regardes à KLC plus grand que 1, ça va dépendre de ce qui se passe à l'intérieur des vortex. Donc je serai moins clair que c'est ce qu'on a envie de faire. Donc on a quelque chose qui est cohérent, que ce soit pour des systèmes extensifs dans notre simulation à nous, ou pour des systèmes contractiles dans la simulation de Giomi. On a des lois de puissance, et on trouve qu'à petit vecteur d'onde, EC, c'est 1 sur K, et on trouve nous aussi qu'à grand vecteur d'onde, c'est 1 sur K4. Alors, dans son calcul à lui, tu peux calculer directement la vorticité et l'anstrophe. Hein. Une fois que tu connais f de K, tu sommes sur tous les vortex, tu prends le carré, et puis tu calcules la transformée de Fourier. Donc il a une formule explicite de la vorticité qui lui donne ce comportement en 1 sur K4. Alors, vous allez me dire, tout est pareil et c'est très bien. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé du tout, c'est les défauts topologiques. Alors, il faut que je fais troisièmement. Est-ce que l'un de vous a regardé un système passif, à nu égale 0 et cisaillé de l'information? Réponse non. Giomi a peut-être fait des cas où nu n'est pas égal à 0. Les simulations à nu égale 0, elles sont en train d'être faites, de toute façon. Donc on arrivera à comparer. L'espoir, c'est que ça ne dépende pas tellement de nu, mais pour l'instant, on ne l'a pas vérifié. C'est pas très clair, mais je vois bien pourquoi tu dis ça. Mais alors lui, il a peut-être fait des simulations avec nu fini, je ne sais plus, je ne sais pas le dire. Les défauts topologiques, donc. Je vous ai dit qu'on regardait un système nématique. Alors, un liquide nématique, ça veut dire qu'il y a de l'ordre orientationnel et que tous les composants sont parallèles.
Ceci dit, même dans un système ordonné, il peut y avoir des défauts d'orientation du paramètre d'ordre. Alors les deux défauts principaux qu'on a dans un nématique, je ne vais pas trop expliquer pourquoi c'est cela, c'est des défauts qui ont ce qu'on appelle une charge topologique. Et il y a deux types de défauts dans les nématiques. Il y en a plusieurs, mais c'est ceux-là qui apparaissent en général. Ce sont des défauts de charge plus 1,5 et des défauts de charge moins 1,5. Alors le défaut de charge plus 1,5, c'est une structure qui a cette forme-là, avec une ligne de coupure ici. Où les composants tournent le long de ces lignes-là autour du défaut. Alors pourquoi c'est un défaut de charge plus 1,5? Parce que si je fais un tour du cœur du défaut qui est là, que je regarde de combien a tourné l'orientation, je fais un tour de 2π et l'orientation a tourné de 1,5 fois 2π. Et puis il y a des défauts de charge moins 1,5. Alors c'est des défauts qui ont cette structure-là. Là aussi, l'orientation des composants suit les lignes jaunes, et vous voyez que dans les deux cas, dans ce point-là qui est le cœur du défaut, l'orientation ne peut pas être définie. Donc un défaut, c'est une singularité de l'orientation, c'est un point où l'orientation ne peut pas être définie. Alors, il y a une différence essentielle dont je n'ai pas parlé entre les deux simulations, c'est que dans la simulation qu'on a faite nous, il n'y a pas de défaut possible. On suppose que le paramètre d'ordre a un module égal à 1. Il n'y a pas de défaut dans la configuration initiale. Les défauts, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est rentrer par les surfaces, et on leur interdit de rentrer par les surfaces. Donc dans la simulation qu'on a fait nous, il n'y a pas de défaut. Dans le calcul de Jomy, il autorise les défauts. Oui. Petite question, comment vous faites apparaître la charge moins 1,5 pour le deuxième type de défaut? Alors, deuxième, c'est pareil. Je dis, je fais le tour de ce point-là. D'accord? Je regarde le changement d'orientation quand je fais le tour de ce point-là. Donc, ça part comme ça. Quand j'arrive ici, elle est comme ça. Après, elle a changé comme ça. Tu peux jouer, ça tourne de moins pi. Donc, dans le premier, ça tourne de pi. Dans le deuxième, ça tourne de moins pi. Et c'est ça les deux seuls défauts qu'on peut faire apparaître à l'état le plus bas. Il y a des défauts de charge 1, 3,5, 5,5, mais les plus simples qu'on peut faire apparaître, c'est ceux-là. Dans notre simulation à nous, il n'y a pas de défaut, et dans la simulation de Jomy, il y a des défauts. Vous êtes parfait. Non, on interdit les défauts, ce qui est un peu différent. Alors, ce que je vais faire, c'est un certain nombre de commentaires sur les défauts. Le premier que je veux faire, c'est regarder les simulations de Jomy qui sont là. Et vous avez une image ici, qui n'est peut-être pas très facile à voir, où il y a des points bleus et des points rouges qui montrent que, donc c'est l'image d'en bas à gauche, c'est une image où on voit apparaître les défauts sur cette structure-là. On voit bien les points rouges, on voit un peu moins les points bleus qui souvent sont à côté des points rouges. Chacun de ces points est un défaut.
Un point rouge, c'est un défaut plus 1,5, et un point bleu, c'est un défaut moins 1,5. Ce que montre Geomi, c'est qu'en gros, il y a un défaut par vortex dans sa simulation. Donc les défauts sont un peu un template de la structure des vortex. Si je regarde la structure des défauts, je vois la structure des vortex. Maintenant, dans la simulation de Geomi, les défauts apparaissent et disparaissent. Alors, ce qui est simple et qui est connu pour des systèmes passifs, c'est que quand un défaut, je vais les redessiner de façon à ce que ça soit plus évident à faire. Je vais faire tourner le défaut moins 1,5. C'est le même que tout à l'heure, hein, je l'ai juste fait tourner. Si vous rapprochez ce défaut-là et ce défaut-là, il faut les rapprocher de plus en plus et vous arrivez à fusionner un défaut plus 1,5 et un défaut moins 1,5 et ces défauts-là disparaissent. Donc il y a une annihilation des défauts plus 1,5 et moins 1,5 quand ils se rencontrent. Non, la dernière chose que font les défauts, c'est qu'ils apparaissent. Je ne vais pas vous décrire de mécanisme, je vais vous montrer un film, qui est un film expérimental qui a été fait par Zvonimir Dodžić, qui est à Santa Barbara. Ce que fait Dodžić, c'est des expériences avec des microtubules et des moteurs moléculaires. Alors, je vais vous montrer le film et puis après je vous expliquerai ce qu'il y a dans ce film-là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les microtubules. Et puis vous voyez qu'il y a un mouvement que moi j'ai envie de voir comme un mouvement de flambage. C'est un système extensile. La longueur de ces bandes ici a envie d'augmenter. Et la seule façon dont elle peut augmenter, c'est faire du flambage comme ça. Et si vous regardez là où ça flambe, vous avez un défaut 1,5 qui se produit, vous avez un défaut moins 1,5 qui se produit de l'autre côté. Donc au moins pour des systèmes extensiles, à cause de la dilatation qu'a envie de faire le système, il apparaît des paires de défauts plus et moins 1,5. Je vais le repasser. Donc là, on le voit très bien. Il y a un défaut moins 1,5 là-haut. Il y en a un là. Et hop, quand ça flambe ici, on a un défaut plus 1,5 au bout. Donc par ce mécanisme où on a des bandes qui ont envie de s'étirer, on fait apparaître des défauts plus 1,5 et moins 1,5. Donc en plus de la statistique de vortex, dans le calcul de Geomi, il y a aussi un état stationnaire des défauts où il apparaît autant de défauts que ce qu'il en disparaît. Puis finalement, pendant longtemps, les gens ont pensé que les défauts étaient absolument essentiels à l'apparition de ces états turbulents. En fait, on a l'air de trouver la même chose, qu'on autorise les défauts ou qu'on n'autorise pas les défauts. Certes, dans cette situation où c'est extensile, on voit une apparition de défauts, on voit une disparition de défauts. Je ne crois pas que les défauts aient une influence essentielle sur la turbulence. Comment ? Est-ce que tu penses que le film de Dodžić est...
Le film de Dodgic est pas le film de Dodgic est absolument pas turbulent. Par contre, les lois d'échelle que trouve Giomi montrent que, et tout son raisonnement ne fait absolument pas référence aux défauts, il ne fait référence qu'au vortex. Il n'a jamais introduit des défauts là-dedans. Et donc, il retrouve les mêmes lois d'échelle que ce que nous, on trouve dans le cas extensile par rapport au cas contractile. Ce que moi, j'aurais envie de dire, c'est que peut-être le scénario de transition vers la turbulence dépend des défauts, alors que l'état final ne dépend pas vraiment des défauts. Oui, Jacques, tu avais une question? Non, ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes la densité de défaut, tu vas si tu regardes... Alors la densité de défaut, j'insiste sur ce qu'il écrit, c'est qu'il dit qu'il y a un défaut par vortex en gros. Donc si je regarde le nombre total de défauts, c'est parfaitement proportionnel au nombre de vortex. Je vais m'arrêter là. Oui, vas-y. J'ai été un peu vite à la fin, mais vas-y.